Salut à tous et bienvenue sur l'Informagique. Aujourd'hui, on va voir 10 autres erreurs à ne pas commettre avec son ordinateur. Avant de commencer, je vais juste faire un parallèle sur ma disparition de YouTube. Donc faut savoir qu'en tout début d'année, j'ai changé de boulot. Et forcément, qui dit changer de boulot, dit réapprendre à fonctionner par rapport à la boîte dans laquelle on arrive. Donc je vais pas spécifier où je travaille ni quoi, c'est pas le but. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est simplement que je suis monté en poste, donc tant mieux pour moi. Mais d'un autre côté, forcément, qui dit autre poste au-dessus de ce que j'étais avant, dit forcément moins de temps, moins d'énergie à consacrer à autre chose, beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de projets, beaucoup plus de contraintes techniques compliquées. Parce qu'on va pas se le cacher, le boulot que je faisais avant, il y avait assez peu de contraintes techniques au final, il y avait surtout beaucoup de choses à faire mais rien de très compliqué. Là on en est à un stade qui est tout autre où j'ai réellement de l'ingénierie à faire entre guillemets, donc pas mal de choses à étudier. Donc le temps de retrouver un mode de vie stable, de retrouver du temps pour me consacrer à la chaîne YouTube plus à mes autres passions, si vous voulez on en parlera un jour. Forcément ça a pris un peu de temps. Plus à ça s'ajoute tout ce que la vie peut apporter comme agréments et désagréments, on va dire, sans rentrer dans les détails. Donc forcément, j'avais pas trop d'options que de mettre en pause ce projet-là qui me tient à cœur, parce que j'y pense très très souvent à l'Informagique. Je me dis que la chaîne elle a une utilité, que ça a l'air de servir à pas mal d'entre vous, donc je suis plutôt content. Donc, mais aujourd'hui, voilà, je vous annonce que je suis de retour. Alors je sais pas à quel rythme, je sais pas si on reprendra un rythme de plusieurs vidéos par semaine, ou si j'essaierai de me cantonner qu'à une seule, ce sera peut-être déjà pas mal. Sauf qu'en plus mes prochaines semaines en termes de projet pro, ça risque d'être assez touchy. Donc je vais essayer de me débrouiller pour faire ça au mieux et éviter de disparaître à nouveau, ce sera déjà pas mal. J'en profite aussi pour... j'avais déjà fait la demande, il me semble, sur une ancienne vidéo, si vous voulez qu'on fasse une vidéo FAQ, vous pouvez me le dire dans l'espace commentaire, vous posez-moi vos questions, j'y répondrai. Il y a sûrement certains d'entre vous qui ont soit envie de se lancer dans ce métier, soit qui ont envie d'en savoir un peu plus sur ce que sont mes missions de manière générale au boulot, ou simplement comment on apprend, ou même simplement poser des questions de manière aléatoire. Donc n'hésitez pas, posez en commentaire. Donc s'il y a suffisamment de questions, je ferai une vraie FAQ. S'il n'y en a pas suffisamment, je répondrai juste simplement au début de la prochaine vidéo rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Maintenant, donc on va passer aux 10 autres erreurs à ne pas commettre avec son PC. Donc vous allez voir, il y a des choses où vous allez me dire mais c'est complètement logique, pourquoi est-ce que tu dis ça ? Ben non, en fait, c'est pas tout à fait logique, parce que c'est aussi des choses que je constate même également dans le milieu pro. Pourtant, je bosse avec des gens qui sont quand même bien plus aguerris que là où j'étais avant. Mais donc le premier conseil, la première remarque que je vais faire, c'est les gens qui ne verrouillent pas leur PC ou qui n'ont pas de mot de passe sur leur PC. Vous allez me dire oui, alors bon, moi mon PC il est chez moi, j'en ai qu'un, je vis seul, j'ai pas forcément d'intérêt à mettre de mot de passe, même si bon maintenant on est plus ou moins forcé, mais on peut toujours ne pas mettre de mot de passe si on veut. Eh bien il faut savoir qu'en fait, si vous voulez, il y a des gens qui sont toujours mal intentionnés. Alors en milieu pro, ça peut être le cas, je sais pas dans quelle boîte vous êtes, mais si vous verrouillez pas votre PC, ça permet aux autres gens d'accéder à vos emails, d'accéder à l'historique de vos sites que vous consultez, de faire un peu un profil psychologique sur qui vous êtes, et puis surtout pour tirer pas mal d'informations perso en fait. Il y a des gens, c'est des fouineurs, on va pas se mentir. Moi, enfin, dans le cadre de mon taf, je peux voir les fouineurs, et je peux vous dire qu'il y en a des fouineurs, des gens qui testent des choses, des gens qui essayent de se renseigner sur les autres et tout, il y en a clairement, donc faut se méfier. Et donc c'est super important de verrouiller son PC, donc si vous voulez pas trop vous prendre la tête, il y a une combinaison de touches qui est la touche Windows du clavier plus la touche L. Vous appuyez sur les deux en même temps, alors d'abord sur la touche Windows, vous la gardez enfoncée, vous appuyez sur L, ça va venir verrouiller le PC. Comme ça déjà, il y a cette barrière-là qui est appliquée. La deuxième chose aussi, c'est les gens qui n'ont pas de mot de passe, donc je pense surtout par exemple à des personnes un peu plus âgées ou des gens vraiment néophytes qui se disent ouais, j'ai un seul PC chez moi, je vis seul, ou voilà, je suis en couple, ou voilà, bref, peu importe. Il faut savoir qu'en fait, hormis le danger d'avoir des suppressions de la part, je sais pas, de vos enfants par exemple, de manière intempestive, genre ils vont venir supprimer un dossier de photos ou un dossier super important avec votre compta à l'intérieur, l'erreur peut arriver, l'erreur est humaine, je veux dire, il n'y a pas de... ça me paraît logique. En fait, ce qui pourrait se produire, vous allez me dire, ouais, c'est peut-être un peu de la parano, mais en réalité, non, parce que c'est beaucoup plus courant que ça en a l'air. Quand, par exemple, je sais pas, vous avez une machine à laver en panne chez vous, ou que vous réalisez des travaux chez vous, en fait,
si vous laissez un ordinateur sans surveillance et déverrouillé, vous avez quand même une chance d'avoir quelqu'un qui est mal intentionné en fait, qui se mette devant votre PC, admettons que vous vous êtes occupé à faire autre chose, ou vous vous absentez parce qu'on reste pas forcément constamment à côté de ses ouvriers, ou des gens qui viennent intervenir chez soi. On sait pas en fait à quel profil on a affaire en fait quand quelqu'un vient faire un dépannage ou autre. Donc je vous conseille fortement de mettre un mot de passe, si possible assez fort. Ce que j'entends par fort, c'est 6 à 8 caractères pour rester, on va dire, assez simple pour des gens qui n'en ont pas forcément un usage super élaboré, avec au minimum une majuscule et quelques chiffres en fait, et un caractère spécial. C'est la base des bases, et surtout le plus important, verrouillez votre PC quand vous n'êtes pas devant. Sauf si vraiment vous êtes sûr que ça craint rien, qu'il n'y a personne qui va venir, machin. Mais si vraiment vous n'êtes pas sûr, ou que vous avez un doute, ou que vous partez faire des courses ou quoi, et qu'il y a quelqu'un chez vous qui vient, je sais pas, régler votre chauffage, ou j'en sais rien. C'est des exemples comme ça, hein. Je dis pas que ces métiers-là, voilà, je vise personne. Mais ça peut être des exemples de la vie de tous les jours. Verrouillez vos ordis ou éteignez-les et mettez un mot de passe. Ok ? Deuxième point qu'on va aborder, c'est l'utilisation de son PC perso pour le pro, et vice versa, hein. C'est valable dans les deux sens. Donc on va commencer par le côté pro vers le perso. Je vois beaucoup de ça en entreprise, et quelle que soit la boîte, il y a beaucoup de gens qui considèrent que leur PC portable en général, professionnel, c'est aussi le PC qu'ils vont utiliser le soir pour faire leur truc. Donc peut-être de la consultation de films sur Netflix, YouTube, enfin consommation de médias, machin, téléchargement de fichiers annexes divers et variés sur des sites plus ou moins douteux. Faut savoir plusieurs choses, c'est que déjà un PC pro ça vous appartient pas. C'est pas votre, il est pas à vous, il est à l'entreprise. Donc certes il y a des règles, hein, si vous le cassez, si vous le faites voler machin, mais il y a voilà, enfin en gros typiquement ça se sait, hein, si l'utilisation elle est perso ça se sait, parce que un service informatique et un support informatique peuvent pas forcément voir ce que vous faites dessus, même si on va y venir. Mais toujours est-il que c'est pas des bonnes pratiques. Le soir, on n'utilise pas son PC pro pour faire sa vie perso à côté, pour faire ses comptes ou discuter sur des réseaux sociaux, machin. Faut jamais faire ça, parce que vous êtes jamais à l'abri en fait de tomber sur une boîte malveillante, de tomber sur des gens qui vont pouvoir s'immiscer dans vos données. Encore une fois, hein, je veux dire personnellement, mes données, à moi, j'ai pas envie qu'elles transitent quelque part dans ma boîte, ou qu'elles transitent je sais pas trop où en fait. Donc je préfère avoir un PC perso et un PC pro sur lequel je viens pas polluer mon espace de travail en fait. Donc typiquement, enfin, évitez de mélanger le côté pro et le côté perso sur votre machine, hein. Et pour la partie perso vers pro, alors même si vous êtes à votre compte par exemple et vous vous dites bah ouais mais mon PC c'est toujours mon PC perso puisque je suis à mon compte, je suis artisan, je suis je sais pas architecte, ou je suis dans l'IT, enfin dans l'informatique de manière générale, c'est pas une raison en fait. Un PC perso, c'est un PC sur lequel fondamentalement vous allez avoir des choses diverses et variées, allant du légal au un peu moins légal, qu'on soit bien d'accord. Un PC pro, c'est un PC sur lequel vous devez dédier les ressources de ce PC à l'environnement professionnel auquel vous adhérez. Donc si demain, je sais pas, vous êtes en mission chez un client, vous devez intervenir sur des serveurs par exemple, et que votre PC à vous, il est pas protégé correctement, mais que vous arrivez quand même à avoir la main sur ces serveurs-là, vous êtes à risque d'infecter les machines chez votre client, et les répercussions peuvent être assez graves. Donc je tiens vraiment à souligner que l'utilisation d'un PC perso pour le pro, c'est à proscrire de manière, ça doit être quelque chose de généralisé. Il y a beaucoup trop de gens qui le font, sûrement par souci économique, en se disant bah ouais mais un PC c'est cher et tout. D'accord, je comprends bien. Parfois on n'a pas forcément de PC chez soi, on a son smartphone, sa tablette, l'entreprise nous donne un PC, on va être vite tenté en fait de vouloir faire ses comptes ou de faire sa vie en fait dessus. Mais c'est une porte ouverte à de potentiels problèmes, c'est une porte ouverte à de la fuite de données, comme je l'ai dit, je vais me répéter, mais si vous êtes dans une boîte assez peu scrupuleuse, avoir accès aux fichiers de votre PC, c'est très très simple, et je vous le dis en tant que, tous les jours je bosse là-dessus, c'est super simple, il suffit d'avoir un admin qui est vraiment mal intentionné, et hop, il a la main sur tout, ou que vous ayez un directeur général peu scrupuleux, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais il peut largement y avoir des dérives en fait, des gens qui vont venir sonder qui vous êtes, ce que vous êtes, vos papiers, machin, des choses qui les regardent pas en fait. Donc, s'il vous plaît, séparez les deux si vous pouvez, encore une fois, mais même si vous pouvez pas, il va peut-être falloir penser à investir dans quelque chose à côté
qui permettra de vous couper de votre espace pro. Je vais faire un parallèle aussi avec les téléphones et les tablettes. Vous connectez pas avec votre téléphone ou votre tablette sur des outils professionnels. J'entends par là, si vous utilisez OneDrive ou SharePoint ou ce genre de choses-là, vous connectez pas personnellement, donc avec vos appareils à vous, sur ces outils-là, parce que forcément, ça sortira du cadre légal des données d'entreprise, et ça risque de vous porter préjudice. On a eu le tour, nous, récemment, avec quelqu'un, et il y a eu des préjudices de fait, il y a eu des comptes à rendre, il y a eu des sanctions, ce qui est logique, donc méfiez-vous, pas d'utilisation pro sur des appareils perso, et pas d'utilisation perso sur des appareils pro, c'est la base, et s'il vous plaît, il faut respecter ça le plus possible, ça va vous protéger vous, et ça va vous protéger votre entreprise, surtout si c'est la vôtre. Maintenant, on va aborder un point un chouïa plus trivial. J'ai déjà vu le cas de figure pas mal de fois. Les gens qui vont installer plusieurs antivirus. Alors, j'en ai pas parlé dans le premier volet de cette série de vidéos, mais c'est vrai que c'est un truc. Je comprends pas en fait. Vous allez ralentir votre PC et potentiellement causer des problèmes, parce qu'un antivirus c'est quelque chose qui tourne toujours en tâche de fond, en temps réel. Donc vous allez clairement alourdir votre PC. Si déjà celui-ci n'est pas performant, ça va être compliqué. Le mieux à faire si vraiment vous voulez pas vous prendre la tête, c'est que vous gardez Windows Defender, c'est le truc qui est inclus à Windows, si vous êtes sur Windows bien sûr, qui lui viendra faire de l'analyse et de la détection. Et ça marche très bien, c'est ce que j'utilise moi personnellement, j'ai pas d'antivirus, j'utilise que Windows Defender. Quand j'ai un truc un peu cradingue, il va me le détecter, il va me le dire et il va le supprimer ou le mettre en quarantaine selon ce que je vais lui dire. Donc, et c'est entre guillemets gratuit puisque c'est un truc que vous avez d'emblée avec Windows en fait. Si vous avez un Windows acquis de manière légale et activé de manière légale, c'est un outil que vous avez déjà à votre disposition, donc installer des choses supplémentaires type Kaspersky, Bitdefender, ce genre de choses là, c'est pas très utile en fait. Vous allez déjà payer un service pour rien, surtout si vous avez une utilisation assez peu étendue de l'outil de manière générale. Et en plus de ça, clairement, Windows Defender fait largement le café tout seul. Donc, c'est pas parce qu'on en a plus qu'on est mieux protégé. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pas comme une bagnole où on se dit, ok, j'ai 50 airbags dans ma voiture. Non, là, une seule solution suffit. Et la solution fournie par Microsoft est largement suffisante. Autre point vachement trivial aussi, je l'ai noté parce que c'est vrai que dans le cadre de certaines missions, j'ai pu voir aussi, nettoyer vos PC. Je dis pas que tous les PC doivent être clean ou quoi, mais à minima, il faut que vous preniez le temps de le dépoussiérer de temps en temps. J'entends par là avec un petit démontage, ou alors vous cherchez quelqu'un dans votre entourage, ou vous payez quelqu'un qui peut venir vous le faire. Je pense que ça doit se trouver. Moi, je l'ai déjà fait pour des clients auparavant. Ça prend pas très longtemps, sauf si vraiment il y a 10 années de couches de crasse à l'intérieur. Mention spéciale si vous êtes fumeur, où là clairement la poussière qu'il y aura dans votre machine, ça sera pas la même que juste de la poussière accumulée au fil du temps. Mais pourquoi est-ce qu'il faut dépoussiérer ? C'est tout simple. Si vous consommez du contenu vidéo, comme là par exemple vous regardez ma vidéo, peut-être que vous êtes sur votre PC, si celui-ci, il y a de la poussière dedans, automatiquement, par consommation de contenu vidéo, il va utiliser une partie graphique. Cette partie graphique là va venir chauffer. Et forcément, plus il y a de poussière, plus ça chauffe et moins les pièces vivent longtemps en fait. Donc ça permet simplement d'améliorer le refroidissement de votre PC, de faire en sorte que il n'y a jamais trop de composants qui soient soumis à une contrainte de chaleur élevée ou très élevée. Ça prend pas très longtemps, vous faites ça une fois tous les 3-4 mois, vous êtes tranquille. Parce qu'un PC c'est relativement tolérant en termes de poussière, je le fais pas toutes les semaines non plus, faut se calmer. Mais par contre, faut vraiment veiller à le faire de temps en temps. C'est comme quand vous faites la poussière chez vous, le ménage chez vous de manière générale. Je veux dire, votre PC, c'est pareil. Il faut aussi dépoussiérer de temps en temps parce que c'est une poussière qui s'accumule, qui reste coincée dans les ventilateurs, dans les radiateurs. Donc, il faut pas hésiter à ouvrir le PC si c'est un PC fixe ou un PC portable d'ailleurs, à passer un petit coup d'aspi dedans en faisant attention, ou un petit coup de petite brosse ou de coton-tige, ce que vous voulez. Il n'y a pas de technique du moment que vous mettez pas de produit, mettez pas d'eau, pchitez pas un truc à l'intérieur. Juste une chiffonnette et puis voilà quoi, ça sera très bien. Mais n'hésitez pas à le faire parce que ça va permettre de conserver votre PC plus longtemps, il va juste moins chauffer, donc il y aura moins de problèmes sur la durée. On va parler d'overclocking maintenant. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'overclocking c'est la capacité de pouvoir augmenter les performances de son PC, donc de la partie graphique ou de la partie processeur en fait. On peut aussi faire la RAM, enfin bref.
il y a pas mal de petites choses. Mais overclocker son PC, surtout quand on sait pas et qu'on maîtrise pas et qu'on n'est pas un minima renseigné sur le sujet, souvent c'est en général une réflexion qu'ont les adolescents. En fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Si vous avez des enfants, si vous-même vous êtes adolescent, si jamais vous voulez jouer à des jeux vidéo par exemple, c'est le cas de figure le plus concret. Vous allez vous dire ouais, mon PC il rame sur certains jeux, genre Fortnite ou autre. Donc vous allez vouloir que votre PC tourne plus vite. Donc pour ça, il y a plein d'outils, hein. Il y a des outils téléchargeables assez facilement, gratuits en plus sur internet. Il y a des manipulations qu'on peut faire aussi dans ce qu'on appelle le BIOS du PC. Sur certains PC, pas tous, hein. Il y a des BIOS qui sont fermés, d'autres qui sont plus ouverts que d'autres, et qui permettent d'optimiser, voire d'améliorer les performances de son PC. Si vous voulez vous découvrir l'overclocking, déjà je vous conseille YouTube de manière générale, hein. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus, et je vous conseille surtout de le faire avec un PC qui est plus vraiment utilisé, qui est en fin de vie, quoi, on va dire entre guillemets, mais pas avec votre PC de tous les jours. Déjà parce qu'il faut apprendre à le faire correctement. En gros, concrètement, overclocker, c'est toucher à des fréquences et des voltages. Si on touche à des voltages, forcément, on va envoyer plus d'électricité dans son PC, sauf que les pièces, les composants ont une tolérance en fait. Et tous les composants ne sont pas égaux, c'est-à-dire que pour le même processeur, par exemple, la tolérance ne sera pas la même. Donc il suffit simplement qu'un pote à vous dise « Ouais, moi j'ai mis tant de voltages supplémentaires sur mon processeur », entre guillemets, hein, c'est une image, où j'ai augmenté de tant la fréquence, ça veut pas dire que vous, avec la même machine, les mêmes composants, vous allez pouvoir faire la même chose. Donc il faut vraiment y aller pas à pas, faut savoir ce qu'on fait, faut pas y aller, faut pas mettre trop d'un coup, faut pas trop faire. Donc je vous conseille vraiment soit de vous renseigner à mort là-dessus et d'essayer sur une machine qui est vraiment en fin de vie, soit simplement de pas le faire. Truc tout bête aussi, mais ne jamais rien désinstaller de son PC ou de pas trier ses fichiers. Un PC c'est comme une malle en fait, c'est comme un coffre. On va stocker en ayant peur de perdre ou en ayant peur de manquer de quelque chose. Je veux dire, il y a très souvent ce phénomène, hein. Moi le premier, hein, j'ai plein d'outils, plein d'applications, je me dis je vais pas les supprimer, je vais pas les virer parce qu'un jour ça va être utile. En réalité non, il y a plein de choses qu'on peut trier, plein de choses qu'on peut désinstaller. Alors l'utilitaire de Windows pour désinstaller les programmes, vous pouvez voir à quelle fréquence vous utilisez ce programme. Je vais vous mettre un exemple visuel pour que vous compreniez ce dont je parle. Vous allez avoir la date de dernière exécution du programme et la date d'installation. Rien que par ces deux données-là, si c'est un programme installé bien sûr, si c'est pas un programme en mode portable, ça c'est différent, vous allez du coup voir si vraiment ce truc-là vous l'utilisez ou pas, et ça peut déjà vous donner une idée sur ce que vous pouvez virer. Alors attention, tout n'est pas à virer. Il y a des choses que vous utilisez pas. Par exemple, les versions de .NET, par exemple, qui sont utiles pour d'autres programmes, mais vous n'allez pas vous en servir directement. Non, je parle vraiment de programmes que vous connaissez, que vous avez installés par le passé, donc vous savez ce que c'est, vous savez à quoi ça sert, mais que vous utilisez plus du tout. Par exemple, ceux qui font du montage ou du traitement vidéo ou photo, des vieilles versions d'After Effects ou de, CapCut par exemple, ou DaVinci Resolve, parce que vous êtes passé à un autre logiciel de montage. Ah non, virez le tout, ça sert à rien de le conserver. Vous allez juste alourdir votre PC pour rien. Si un jour vous cherchez un fichier, ça va être un peu plus long de le chercher, puisqu'il y a une notion d'index aussi dans Windows, enfin bref. Après c'est comme vous voulez, ça c'est vous qui voyez, mais c'est vrai que c'est comme pour chez soi, quand on fait le ménage, quand on trie, quand on jette, en général on se sent mieux après. Un PC c'est pareil. Un PC qui est fouillis, qui est rempli de choses inutiles ou qui est mal rangé à minima, c'est vrai que ça donne pas forcément envie d'être dessus, ça donne pas envie de travailler dessus. Enfin, on sait pas plus par où prendre les choses parce qu'on se dit mais il y en a partout, mon bureau il est blindé d'icônes par exemple, et du coup forcément on se dit mais où est-ce que je vais sauvegarder mes dossiers, mes trucs, donc ça peut paraître idiot, mais ce que je fais moi par exemple quand j'installe une version de Windows qui est toute fraîche, c'est que je compartimente déjà en fait, c'est-à-dire que je fais des dossiers dans lesquels je vais mettre par exemple papier d'identité si j'ai besoin d'en avoir pour des diverses raisons, factures, comptabilité, machin. Je vais vraiment me faire des segmentations, photos de vacances, machin, avec les dates après derrière. Enfin, je vais vraiment segmenter le tout. Je vais faire un dossier que je vais appeler jeu, un dossier que je vais appeler musique par exemple. Bon, ça il y a déjà sur Windows de base un dossier qui s'appelle musique, mais vous avez compris l'idée quoi. Faut vraiment déjà segmenter d'emblée, trier, pas avoir peur de supprimer si vraiment ça sert à rien. Donc bon, c'est une bonne habitude à prendre. Je dis pas que c'est forcément une erreur à proprement parler, mais ça peut devenir en tout cas problématique pour les gens qui ne le font jamais, parce qu'après en général ils sont perdus, enfin ils savent plus où est rangé tel ou tel truc, ils vont perdre du temps, ils vont râler,
Bref, ils vont très vite en fait monter en pression, ça peut tendre les gens, ça peut stresser en réalité. Si on doit retrouver un papier de manière urgente, parce que je sais pas, on a un truc à transmettre ou j'en sais rien, et qu'on le retrouve plus parce que c'est rangé n'importe comment, c'est des situations qui créent du stress, et un ordinateur c'est pas censé vous créer du stress, c'est censé être utilisé pour passer votre temps, apprécier votre temps sur quelque chose que vous faites ou que vous regardez, ou simplement travailler. C'est comme tout, il faut optimiser ce qu'on fait, il faut optimiser ses idées en fait. Donc un ordinateur c'est pareil, on va essayer d'optimiser son stockage, ses fichiers, ses emplacements, ce genre de choses là. Le point suivant, alors c'est pas forcément une erreur, mais ça peut devenir une erreur en fait, c'est de jamais contrôler l'état de ses disques durs ou de ses SSD. Alors ok, c'est pas quelque chose qui est dans la tête de tout le monde, c'est pas une information néophyte on va dire de manière générale, même si pour des utilisateurs qui sont avancés ou en tout cas courants, ils le savent à peu près en général, enfin j'espère. Mais contrôler l'état de ces disques, ça permet d'éviter la perte de données en fait. Moi ça m'est arrivé il y a 3 ans je crois, un truc comme ça, j'ai un de mes disques durs qui a cramé. Manque de peau, je contrôlais pas son état. Du coup j'ai pas pu prévenir la chose. Donc forcément j'ai perdu des fichiers. Alors même s'il y a des techniques pour refaire fonctionner un disque dur qui est mort potentiellement, j'en ferai une vidéo je pense parce que ça peut être intéressant. Mais typiquement, si vous contrôlez pas l'état de vos disques, alors je vous mettrai en lien en dessous un outil qui aussi fait partie d'une autre vidéo qui est les 15 outils utiles pour votre PC, je sais plus exactement le titre, mais j'ai sorti 2 vidéos avec des outils en fait à l'intérieur. Il y a cet outil là à l'intérieur qui s'appelle Crystal Disk Info, et ce programme là qui est gratuit au passage vous permet de vous dire attention, ce disque là il y a un truc qui cloche. En général vous avez des pastilles de couleurs, il y a du vert jusqu'au rouge. Quand c'est rouge, ou quand même quand ça commence à devenir orange, il faut se méfier, et donc du coup ça va me permettre d'enchaîner sur le point d'après directement. Donc on va associer les deux, c'est de jamais sauvegarder ses fichiers. Alors ça, mais c'est courant de chez courant. Ça m'est déjà arrivé d'intervenir chez des gens à l'époque où j'étais à mon compte, où on me disait j'ai perdu des fichiers, je sais pas comment faire, machin. Oui, en fait il se trouvait qu'un des disques durs avait cramé. Donc oui, ça peut arriver. SSD aussi, ça peut arriver que ça crame aussi, même si la durée de vie est plus large on va dire entre guillemets. Mais de jamais sauvegarder ses fichiers. Alors il y a plusieurs manières de sauvegarder ses fichiers. C'est pareil, je pense que j'en ferai une vidéo dédiée parce que ça peut être intéressant. En tout cas, dans les classiques, vous savez très bien, il y a disque dur externe, clé USB, même si c'est un peu à proscrire, mais ça peut toujours être un biais, on va dire entre guillemets. Les services cloud, ça peut être utile aussi, surtout que vous en payez sûrement déjà, sans le savoir. Si vous avez un abonnement à Microsoft Office, ou même avec vos iPhones, iPad, et puis Google, si vous avez le Google One. Donc, sauvegarder vos fichiers, ça permet de jamais être pris de court et de se dire... mince, j'ai perdu 50 photos. Ou alors si vous faites des projets artistiques, j'ai perdu 1 an de projet artistique que je devais faire un book cette année pour le présenter à une expo, machin. Non en fait, là du coup non, vous allez plus pouvoir forcément. Et même, surtout si vous avez un PC portable, vous êtes jamais à risque en fait qu'ils prennent l'eau. Ça m'est arrivé, ce truc tout bête, j'avais un Velux ouvert. Mon PC portable qui était en dessous du Velux, il a plu dessus. Donc il y a eu un orage, j'étais pas chez moi à ce moment-là, parce que je pensais pas qu'il allait avoir un orage, il a plu sur mon PC portable. Donc du coup le SSD qui était dedans, d'ailleurs c'est un SSD, manque de peau, il a cramé, il est plus fonctionnel. Du coup j'ai perdu une partie de certains fichiers, alors pas des trucs importants, par chance, sur ce PC-là, mais une partie de mes fichiers quand même, donc c'est un peu embêtant. Donc pour sauvegarder ces fichiers, il n'y a pas 36 solutions, le mieux ça reste... de prendre un disque dur externe par exemple. Si vraiment vous voulez pas trop mettre d'argent là-dedans, prenez un disque dur externe d'1 ou 2 Tera, c'est suffisant pour le commun des mortels, et puis vous stockez que les choses qui sont importantes, et vous faites une copie de ce disque là aussi, ça peut être intéressant. Et justement, encore une fois, ça va me permettre d'aller sur le point d'après. Un disque dur externe ne doit pas être branché en permanence sur votre PC, ça sert à rien, surtout si c'est pour faire du stockage, pour sauvegarder. Si vous laissez un disque dur externe branché à votre PC, celui-ci va forcément tourner. Surtout si c'est un disque à plateau et pas un SSD. Il va forcément tourner, il va forcément être utilisé. Windows, il farfouille un peu partout dans les fichiers qu'il peut. Et vous n'êtes pas à l'abri en fait qu'il y ait une panne matérielle dessus. Typiquement, moi je me prépare à ça, j'ai un très vieux disque dur externe sur lequel il y a plus de 2 Tera de données. Je me prépare doucement à faire son backup là, parce que je sais que ça fait 10 ans que je l'ai, c'est très long. Il est jamais branché uniquement que quand j'en ai besoin.
Mais comme c'est un disque externe, l'alimentation est externe, il y a un câblage spécifique pour se brancher dessus, je suis jamais à l'abri que demain, je le fais tomber, je le pète, l'alimentation elle déconne et du coup ça foire mon disque, on n'est jamais à l'abri. Donc quand on sauvegarde des données, il faut toujours 2 sauvegardes. Une sauvegarde et pas au même endroit, donc soit sur un autre disque à côté ou sur un service cloud, si vous n'êtes pas trop frileux du cloud. Donc voilà, ne laissez pas un disque dur externe branché, sauf si vraiment l'utilité que vous en avez est particulière. Je pense par exemple à des gens qui font des vidéos justement et qui bossent avec des SSD externes. Par exemple, ils vont enregistrer leur format, leur capture sur un SSD externe. Là, ils vont forcément brancher le SSD et bosser dessus. Donc vous pouvez toujours investir dans ce qu'on appelle un NAS si vous voulez faire de la sauvegarde. Un NAS, ça a des modes de fonctionnement bien spécifiques, les disques ne tournent pas en permanence, c'est justement fait pour que ce soit endurant, donc bon. Mais bon, ça pour investir dans un NAS et faire une configuration d'un NAS, même s'il y a des solutions qui sont assez simples, c'est pas quelque chose qui est entre toutes les mains de manière générale. Je veux dire, ça... Enfin, personnellement, je suis aguerri, je me considère aguerri en informatique, mais j'ai pas forcément de NAS à la maison, quoi. J'ai juste la Freebox qui fait NAS. Du coup, j'ai des disques durs dedans, mais je m'en sers assez peu au final. Par contre, ma sauvegarde, je la fais différemment. Je sauvegarde que ce que j'ai besoin, à la fois sur mon disque externe, que je vais backuper aussi exactement, et aussi sur du cloud. Dernier point de ces 10 erreurs à ne pas commettre, alors encore une fois, c'est un double point. On va parler des mises à jour. Faites les mises à jour de vos PC, ou de vos tablettes, ou de votre smartphone. Et ça, peu importe le système d'exploitation, mais faites les mises à jour, ça va vous éviter de potentiels soucis en fait. Soit des soucis de compatibilité avec certaines choses, avec des programmes, ce genre de choses là, mais surtout des problèmes de sécurité, c'est-à-dire qu'en gros, un PC qui est pas mis à jour et qui est arrêté dans le temps, on va dire, entre guillemets, il est je sais pas combien de fois plus vulnérable qu'un PC qui est mis à jour de manière récurrente, avec des mises à jour de sécurité qui sont appliquées, et qui... un simple site web sur lequel vous allez vous connecter, vous n'êtes jamais à l'abri en fait que derrière il y a un script malveillant qui tourne, et ce script fonctionne que sur des anciennes versions de Windows, mais pas sur les dernières qui sont mises à jour avec des correctifs qui sont faits en fait. Pour vous donner une stat dans le monde, là je vous mettrai les stats aussi en même temps que je l'ai dit là, mais dans le monde, il y a 62,79% de PC qui sont sur Windows 10. C'est énorme. Alors il y a beaucoup de PC professionnels, Windows 10 c'est maîtrisé, c'est connu, mais Windows 10 c'est en fin de vie surtout. Faut compter qu'à partir de l'année prochaine, Windows 10 c'est terminé. En deuxième position, on a Windows 11 avec 33,37. Donc Windows 11 qui lui est maintenu à jour, il y a des versions majeures qui sortent, il y a des patchs correctifs de sécurité et autres qui arrivent de manière récurrente. Mais attention, c'est là où ça fait mal. Windows 7 qui est quand même maintenant obsolète, dépassé, qui est pas maintenu à jour, qui est pas... Voilà. On est quand même à 2,85% dans le monde. Alors, je sais pas le nombre de PC qu'il y a dans le monde, vous vous doutez bien que c'est énorme. Et donc 2,85% c'est énorme en fait, c'est un chiffre énorme. Et je peux vous assurer que ces gens-là, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de compatibilité avec des applications, ou même des jeux, ou ce genre de choses. Ça c'est pour on va dire les trucs les plus courants. Mais ils vont aussi avoir de gros problèmes de sécurité, parce que leur PC, comme il est plus maintenu à jour, il n'y a plus aucun correctif qui est fait correctement. Donc maintenant, ces PC-là, c'est des passoires. Donc si vous êtes en Windows 7 par exemple, ou pire, et que vous consultez vos comptes bancaires, bon courage. Donc mettez bien à jour vos PC, changez de version de Windows si elle est trop vieille. Pour continuer les stats, vous allez voir, c'est assez fou. Windows 8.1, alors bon, certains connaissent pas parce que c'est un peu un entre-deux, d'accord, mais 0,36% du parc mondial. Windows XP ça date là, on commence vraiment à dater là, on est vraiment à la préhistoire là. Donc 0,34%. Et Windows 8, Windows 8 personne ne l'aimait de toute façon, comme Windows Vista. De toute façon sur Windows Vista il y en a tellement peu qu'il n'y a même pas la stat. Et Windows 8 c'est 0,22% quand même. Donc mettez à jour vos PC, sauf si vraiment vous avez un besoin spécifique. Par exemple, je pense à des applications qui marchaient que sur XP par exemple, il y en a, ne le branchez pas sur internet ce PC là. Ne surtout pas le brancher sur internet en fait, c'est vous tirer une balle dans le pied, surtout s'il y a des données dessus, ou il y a des choses auxquelles vous tenez. Alors faut savoir que à l'époque on pouvait développer des virus qui pouvaient directement venir détruire des composants en fait. On pouvait détruire des disques durs, on pouvait détruire des barrettes de RAM, enfin c'est pas un mythe, ça existait ça. Donc ces PC là sont vachement à risque, vous risquez à tout moment en fait de voir vos données s'envoler en fait.
Donc si vous êtes sur Windows 7, je vous conseille vivement de récupérer une version de Windows 10 ou 11, mais plutôt 11 d'ailleurs, que 10, parce que 10 va être abandonné dans quelques temps. Mais une version Windows 11, il y a des sites de clés qui vendent ça pour pas cher, vraiment on est à 5 à 10 euros la clé de Windows 11, donc faut pas s'en priver. L'installation c'est vraiment pas compliqué, donc faut pas se priver de faire l'update en fait. Et si votre PC est trop vieux, parce qu'il y a aussi cette problématique de passer sur Windows 11 avec des PC qui n'ont pas de puce TPM 2.0 ou de Secure Boot, à ce moment-là faut peut-être se poser la question de remplacer son PC potentiellement. Donc voilà, on a fait un peu le tour, c'est tout pour aujourd'hui. Alors ok, certes, il y a des choses vous savez sûrement déjà, il n'y a pas de problème, enfin je conçois, mais des piqûres de rappel ça fait jamais de mal. Alors, clairement, ça m'est arrivé, je parle vraiment par expérience, c'est pas c'est pas un argument d'autorité, c'est vraiment ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Il y a vraiment tout ce que je vous ai listé là, c'est des pratiques que j'ai vues et de manière très courante. Donc pour éviter de faire face à un problème, voire de la tristesse ou du stress, enfin peu importe tout ce que ça peut générer autour, il faut s'en rappeler, c'est des petites choses qui prennent pas forcément beaucoup de temps quand on le fait de manière courante, et je pense que c'est pas plus mal de le faire. Mention spéciale pour les mises à jour et les sauvegardes de son PC, où là ok, il y a vraiment quelque chose d'important à faire, mais bon. Donc voilà, c'était une vidéo en tout cas aujourd'hui, on redémarre doucement la chaîne, donc n'hésitez pas à commenter, partager, bien sûr comme d'habitude, vous abonner si c'est pas fait, c'est toujours, vous êtes toujours les bienvenus. Puis de toute façon, après il y a l'espace commentaire si vous voulez me poser des questions, si vous voulez pour la FAQ que j'avais proposé en début de vidéo, ou simplement si vous réagissez simplement à un de mes propos, il n'y a aucun problème, j'essaie toujours de répondre à tous les commentaires, ça peut se voir sur les anciennes vidéos, donc n'hésitez pas à me remonter des infos ou à leur partager vos expériences personnelles avec les autres aussi, leur dire c'est vrai que moi j'ai pas backupé et puis un jour j'ai tout perdu, du coup j'ai perdu une quantité de photos débiles de tout, mon chien, mes trucs, mes enfants, bref, peu importe. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté et pris le temps d'être passé sur la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine.